Bienvenue sur Fight Minds. Lorsqu'on parle des meilleurs grappleurs chez les welters, on pense évidemment très rapidement à Sean Brady et Gilbert Burns. Aujourd'hui 6e et 8e dans le ranking, leurs chemins se croisent enfin pour notre plus grand plaisir. Avec 14 victoires par soumission à eux deux, nous prierons tous pour que ce combat aille au sol, même s'ils ont déjà montré de très belles choses debout également. Tout ça pour dire un très beau combat sur papier, avec de l'enjeu, et on vous analyse ça maintenant avec Brian Boulan. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue sur Fight Minds. Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce combat? Je vais être honnête, je suis pas un des plus emballés par ce combat. À première vue, ouais, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse dans ce combat. Mais peut-être une surprise, mais ça on en parlera après. Ouais, je comprends. Moi, j'ai réussi à me motiver en me disant que Sean Brady avait un potentiel sur la suite de sa carrière, ouais, et que Gilbert Burns c'est un très bon test par rapport à la seule défaite que Brady a eue dans sa carrière, dans le sens où la seule défaite de la carrière de Brady, c'est face à quelqu'un qui n'a pas réussi à amener au sol et face auquel il n'a pas réussi à imposer son grappling. Il n'est pas impossible que face à un Burns, il soit pas capable d'imposer son grappling, et donc on verra quelle approche du combat il aura, et ce sera un bon indicateur de si on peut l'envisager comme un futur contender dans cette division. On va analyser ça après le Tale of the Tape. L'ancien prétendant au titre Gilbert Burns affiche un palmarès de 22 victoires pour 7 défaites, toutes à l'UFC où il a cumulé 15 victoires. Il a un taux de finalisation de 68% avec 9 victoires par soumission et 6 par KO. Sean Brady a signé à l'UFC en étant invaincu. Il est aujourd'hui à 16 victoires pour une seule défaite en carrière et fera son 8e combat à l'UFC où il affiche un palmarès de 6-1. 5 victoires par KO, 3 par soumission, il a donc un taux de finalisation à 50%. On peut parler de dernier run pour le Brésilien qui a 38 ans face à un Sean Brady potentiellement dans son pic athlétique, 7 ans plus jeune, qui est reporté comme l'un des meilleurs VO2 max à l'UFC. Dans les départements du grappling, nous voyons un Sean Brady plus agressif avec en moyenne une amenée au sol réussie par round avec un taux de succès de 57% et une défense de lutte à 87%. Burns accepte plus aisément de se retrouver sur son dos, ne défendant à succès que la moitié des tentatives de ses adversaires. Offensivement, il obtient un takedown par 6 minutes et demie avec un succès de 38%. Depuis son énorme Fight of the Night contre Khamzat Chimaev qu'il perd à la décision en 2022, Gilbert Burns a rebondi en enchaînant 2 victoires consécutives contre Neil Magny par soumission et Jorge Masvidal à la décision, avant d'enchaîner 2 défaites aux mains du champion actuel Belal Mohamed et de Jack Della Maddalena par TKO au 3e round en mars dernier. N'ayant jamais perdu 3 fois de suite, il aura faim de retrouver la victoire. Moins actif, Sean Brady était sur son run invaincu, finalisant Aguilera et Matthews dans ses 3e et 4e combats sous la bannière de l'UFC. Après sa 5e victoire à l'UFC contre Michael Chiesa, il perd pour la toute première fois de sa carrière contre Belal Mohamed et revient fort en décembre de l'année passée avec une Kimura sur Kelvin Gastelum. Notre communauté a voté, Brian. Moi, j'ai été un peu surpris. Vas-y. 1300 votes. 65% qui voient un retour à succès de Gilbert Burns. Bien écoute, c'est exactement les cotes qu'il y a sur les préférences de Paris sur Unibet, tu vois. Les préférences. Les préférences, ouais. C'est ça. Je me demande si sur tous les votes maintenant, il faudrait pas faire cœur-tête comme je fais avec les combattants français. Comme ça, on voit la préférence et on voit le pronostic. Ah. Parce que tu vois, quand c'est un combat international, je mets juste qui voyez-vous gagner. Et c'est pas impossible que les gens votent avec le cœur plus qu'avec la tête, tu vois. Alors que quand il y a des Français, pour distinguer un peu les votes de cœur, je fais cœur tête combattant A, cœur tête combattant B, cœur combattant A, tête combattant B, et l'inverse sur le 3e. Donc ça permet de distinguer et de s'assurer que les gens pronostiquent et ne votent pas avec le cœur. Ouais, mais sur Unibet, c'est pas réellement les préférences, c'est les intentions de Paris, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est les intentions de Paris. C'est encore un 3e élément, ça. C'est encore un 3e élément. Mais bon, on peut partir du principe que les gens, que ce soit tête ou cœur, quand ils parient
soit soit avec l'un, soit avec l'autre, tu vois. Ouais, clairement. Donc en tout cas sur les codes sur les intentions ou sur ce qui a été parié sur Unibet, 65% des Français ont parié sur Gilbert Burns. Ouais. Et pour moi, il y a ceux qui vont voter, enfin, qui vont parier avec la tête, ceux qui vont parier avec le cœur et ceux qui vont aussi parier là où il y a de la valeur. Donc, pour moi, il y a une distinction des trois, mais c'est intéressant de voir que notre communauté est alignée avec ce qu'on voit aussi sur les intentions de paris ou sur les paris déjà effectués sur unibet.fr. Du coup, je propose qu'on commence par élaborer le profil de celui considéré comme l'underdog par la communauté Fight Minds, c'est-à-dire l'américain Sean Brady. Selon toi, quelles sont ses forces et ses faiblesses? Force, je dirais son grappling. Hein. Je pense qu'on peut le définir comme un très bon grappleur. Ouais. Exceptionnel même, je dirais. Peut-être pas quand même, mais non, très très bon grappleur, mais un très bon grappleur. Il a une boxe, on va dire, décente. Donc, je pense que c'est un mec qui a du punch, qui est relativement basique. Mais il lui manque quand même les déplacements, il lui manque quand même le jeu de jambes. Voilà, ça reste basique. Donc c'est pour ça que je dis décent. Donc c'est quelqu'un qui peut vraiment puncher. Je pense qu'il fait mal s'il touche, qu'il est dangereux, qu'il peut connecter. C'est un droitier. Quoi d'autre sur les takedowns, je trouve ça pas mal du tout. Je trouve qu'il a des bonnes mises au sol. Maintenant, où il a réellement excellé, c'était contre Gastelum. Sur ce takedown, on peut questionner la défense de lutte de Gastelum, qui était, pour moi, pas exceptionnelle sur ce combat-là. À l'inverse, donc là, je sais plus, sur le combat, je crois qu'il en a tenté peut-être 4, il en a 4 contre Gastelum, c'est possible? J'allais voir ça de suite, comme ça on a les bonnes stats, mais pour avoir vu le combat hier, il a eu un très très haut succès. Ouais, j'ai souvenir de 4 takedowns, il en a obtenu 4 sur 4. 5 sur 5, voilà. 5 sur 5, et par contre, contre Belal, 0 sur 4, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, ça dépend un petit peu aussi de l'adversité qui est proposée, et on en parlera après de son placement et du jeu qu'il a en face. Donc, pour moi, ça, c'est ses gros points forts. Je trouve qu'il a encore un bon kick aussi. Il change de garde pour aller envoyer sa jambe arrière. Je trouve qu'il a encore un bon kick. Par contre, en termes de points négatifs, la liste, c'est pour ça que je suis un peu moins intéressé. Donc, je trouve que sa gestion de l'espace est catastrophique. Ouais. Surtout en début de round. Je trouve que sa boxe anglaise est très limitée, très prévisible. Face à un bon striker, c'est du pain béni, parce que t'as un gars qui recule, qui va se mettre à la cage et qui essaie d'envoyer quelques parpaings, qui est très très visible. Qui surengage. Et quand je dis un excellent striker, t'as pas besoin d'être un excellent striker, t'as juste besoin de connaître un minimum les bases du striking avancé. Et on l'a vu avec Belal, tu vois. Belal, personne pourra me dire que c'est le top niveau striking. Mais par contre, je vous invite vraiment à regarder les bases de déplacement, les bases de construction d'un KO, il les a, et c'est ce qu'il fait. Donc ça, c'est ses gros points négatifs, je trouve, assez limité en boxe. Qu'est-ce que j'ai mis? Sur le sol, non, son sol est très bon, hein. Son sol est vraiment très bon. Mais voilà, la question, elle est, qu'est-ce qui se passe s'il ne met pas au sol? C'est ça. C'est ça qui m'intéresse vraiment dans ce combat, voir s'il va amener Burns au sol et ce qu'il sera capable de faire dans ce département-là. Mais je vais peut-être garder ça pour la partie game plan, parce que j'ai quelques questions par rapport à ça. Ouais. Mais et l'autre truc, c'est que effectivement, c'est un très très bon grappleur. C'est un grappleur qui va plutôt chercher le dos, tu vois. Donc il va pas aller chercher tout ce qui est clé de jambe, etc. Il va chercher le haut du corps adverse, parce qu'il a quand même un haut du corps, lui, très développé. Et donc, il va imposer sa puissance de haut du corps sur la puissance de haut du corps adverse. Et on l'a vu, hein, face à Gastelum, il s'impose très très bien. J'aimerais revenir aussi sur les takedowns sur Gastelum. J'ai l'impression qu'il y a un peu tous les genres de takedowns. Tu vois, le premier, il initie le clinch. Il a pas du tout une bonne position au clinch, mais il arrive à pousser à la cage, à rentrer dans les jambes, à amener au sol à la cage. Il a une single leg.
il a 2 takedowns réactifs, je pense, sur des actions offensives de Gastelum où il shoot dans les jambes, il passe par en dessous de l'attaque, et il en a une sur un low kick, il me semble. Donc, on a des takedowns à l'ouvert, on a des takedowns à la cage, on a une lutte en chaîne, on a des takedowns réactifs, on a des takedowns proactifs. Donc, on a un peu... Lutte en chaîne, c'est-à-dire? Bah, le tout premier, quoi. Donc, il vient initier au clinch. On est à l'ouvert au clinch. Il y a Gastelum qui met son frame. Il vient pousser à la cage. Une fois qu'il pousse à la cage, il plonge dans les jambes. Et c'est pas une énorme chaîne, mais pour moi, c'est pas réellement de la chaîne, tu vois. C'est tu passes. Donc, il est à l'ouvert. Il a pas de solution à l'ouvert. Il pousse à la cage. Il descend dans les jambes, tu vois. Moi, en chaîne, c'est plutôt quand tu as une défense, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc là, il n'y a pas réellement de défense. Tu quoi. transites vers là, la double, il passe de lutte à l'ouvert à lutte à la cage, et lutte à la cage, il trouve son ouverture. Moi, ma question, c'est plutôt lutte en chaîne. Je l'ai pas réellement vu. Donc, si tu as un adversaire qui va défendre la première tentative, il va aller chercher une deuxième, encore une défense, et il va prendre la troisième, tu vois. Donc, la lutte en chaîne, bah, pour moi, encore à développer. Je sais pas si elle est encore à développer, mais en tout cas, quand tu vois qu'avec Belal, ça a été extrêmement compliqué, ça veut dire que même s'il met la main dessus, il n'y a pas de suivi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, ça, j'aimerais y avoir. Je pense pas que ce soit un de ses points forts. Ok. Parce que c'est un grappleur, je pense pas qu'il soit lutteur de formation, tu vois. Non, c'est grappling de formation. J'avais aussi noté, parce que pour moi, ça me semble très important, peut-être pas dans ce combat, mais de manière générale chez Brady, c'est que son système défensif debout s'est désengagé, ou bien utiliser sa lutte réactive. Je l'ai pas vu vraiment esquiver, je l'ai pas vu chasser, je l'ai pas vu bloquer beaucoup. C'est beaucoup, j'ai besoin d'espace, donc je désengage. Et comme tu l'as souligné, sa gestion de l'espace c'est pas exceptionnel. C'est pas trop compliqué de le mettre dos à la cage ou de le mettre pied arrière à la cage. Et quand il est à reculons, tu sens qu'il est pas ultra à l'aise debout. Non. C'est là où il va télégraphier des takedowns, et c'est notamment pour ça, je pense qu'il a pas réussi à mettre la main réellement sur Belal, c'est parce que Belal mettait la pression, il voyait les amener au sol venir, il désengageait, il défendait très facilement et ça sortait. Exactement. Pour moi, c'est un gros point noir, et donc c'est pour ça que ça va être une des interrogations du combat. Hein, c'est pour ça qu'il y a j'ai quand même un intérêt à ce combat-là, mais on en reviendra un petit peu sur son avenir. Mais pour moi, c'est un énorme point noir, quoi. Et le dernier point qui est intéressant selon moi à discuter, c'est je trouve que son grappling est bien adapté au MMA. Il frappe pour avancer, il travaille en pression. On a l'impression qu'il met quand même une grosse priorité sur la position. Il perd une seule position contre Gastelum, mais je trouve que c'est plus Gastelum qui fait un très bon travail quand il se retourne du dos. Ou alors c'est Brady qui a sous-estimé la capacité de Kelvin Gastelum à utiliser ce genre de... Ouais, pour moi c'est plutôt une déformation du grappling de vouloir garder des crochets, tu vois. En grappling, tu prends le dos, tu mets tes deux crochets et t'attends tes 4 points, tu vois. Et en MMA, il y a pas besoin de mettre des crochets, t'auras pas tes points, tu passes ton triangle de corps, enfin tu vois, le triangle de jambes ou des choses comme ça. Ouais, là c'est vraiment sur un scrabble, hein, donc Brady il veut récupérer la monte, et à ce moment-là Non, la sortie c'est dans le dos, il y a un moment donné, il a la jambe la plus basse qui est un peu trop basse, et tu as Gastelum qui saute par-dessus sa jambe et qui se retourne, tu vois. Ouais, et à ce moment-là, t'as Brady qui veut prendre la monte, mais il y parvient pas parce que Gastelum vient contrôler la cheville. Ça c'est en deuxième partie. Mais la sortie de dos, elle démarre sur un problème de contrôle au niveau des jambes de Brady, tu vois. Donc il y a une ouverture, Gastelum l'exploite, tu vois, il fait un petit hip bump, il passe au-dessus, il se retrouve légèrement à l'envers. Donc on a un Brady qui se retrouve en retard et qui cherche à reprendre une monte ou un dos, et c'est trop tard parce que Gastelum reprend sa position. Mais pour moi, elle est liée à une ouverture de Brady et à la bonne exploitation de Gastelum, tu vois, et pas une volonté pour Brady de vouloir récupérer une position. Ok, moi j'avais vraiment été impressionné par le mouvement, enfin la gestion de la séquence du côté de Gastelum. Ah oui, franchement, rien à dire. La toute petite ouverture, il l'a exploitée. Mais par contre, c'est le problème un petit peu, genre Gastelum, on sent qu'il a un très très bon sol, mais voilà, tu peux avoir un très bon sol, tu peux devenir une excellente ceinture noire, si tu n'entretiens pas ça, eh bien, tu vas avoir des beaux moments comme ça, mais après, tu vas te faire soumettre au troisième round, tu vois. C'est ça, et puis c'était aussi une leçon pour Brady, parce que
il perd oui. le dos dans le premier round et après il le Mais perd après, il sur le la perd suite. plus. Voilà. Il le perd plus, clairement. Et ça, c'est quand tu tombes face à quelqu'un de très expérimenté qui retient, ok, j'ai perdu le dos parce que, Ouais. une fois que je récupère le dos Ouais. plus tard dans le combat, je fais plus cette erreur. Mais bon, on va parler de l'adversaire de Sean Brady. Une perte de dos, ça peut se finir par un KO TKO, tu vois. Exact. Donc, tu peux, en gros, c'est compliqué à ce niveau-là de laisser un détail aussi important. Bon, tu peux te refaire dans le 2 et 3, c'était tant mieux pour Sean Brady, mais ça peut aussi très très mal se finir pour toi, tu vois. C'est clair, c'est clair. Donc, Surtout là, on est au port du top 5 des welterweight. Ah donc, ouais, les gars, après le top 5, je crois que les erreurs. Et c'est pour ça aussi que quand on commence à regarder un petit peu les combattants, que ce soit debout ou que ce soit au sol, c'est des petits détails comme ça où tu te dis ça peut pas arriver au top, quoi. J'ai presque envie de dire qu'au top, il n'y a plus de détails. Non, Un détail peut avoir un tellement gros impact qu'on peut plus utiliser le terme détail en fait. Ça peut être tellement, ça peut avoir de tellement grosses conséquences. Ouais. Alors, du côté de Burns, on l'a vu, on l'a revu dans la cage, on le connaît très très bien. On va dire que c'est un grappleur qui était tombé amoureux de la dynamite qu'il peut avoir dans ses points. Il a revu son style après sa défaite contre Ousmane. Il met un peu plus l'accent sur son grappling. Et évidemment, c'est ça sa vraie force. Comment est-ce que tu le décrirais aujourd'hui? Je pense que tu as dit, oui, bien expliqué. Je pense qu'on peut quand même le définir plutôt comme un jiu-jitsu de formation. Je sais qu'on joue peut-être un petit peu sur les mots, mais entre le grappling entre le grappling et le jiu-jitsu, je trouve que les formes de corps sont un petit peu différentes. Et lui est plus jiu-jitsu de formation. Et je trouve qu'il a un jeu un petit peu plus fin que Sean Brady. Sean Brady, tu vois, il va être un peu plus dans la puissance et dans le contrôle. Je trouve qu'il a un striking qui est quand même relativement, alors limité, hein, c'est pas un striker d'exception, mais dangereux quand même. Je pense que effectivement, il est tombé amoureux de son striking, mais je le trouve relativement dangereux. Il trouve c'est pas tant qu'il a de la technique, etc., mais tu sens qu'il a de l'expérience, tu vois. Ouais. Tu sens que même dans des situations qui peuvent être compliquées, il les a peut-être eues à l'entraînement, il arrive à trouver des ouvertures. Je pense que c'est un gars qui est bien expérimenté. Tant dans la cage qu'à l'entraînement, parce qu'il est chez Henry Hooft, donc ça s'appelle Killcliff maintenant, il change tellement de nom d'équipe. Il a une large expérience dans une équipe où il y a beaucoup de bons niveaux, surtout chez les poids welter. Voilà, ça c'est sur les points positifs. Maintenant sur les points négatifs, pour moi c'est un petit peu la même chose qu'avec Sean Brady. Je trouve qu'il a des gros manquements qui lui permettent de ne pas casser ce plafond de verre. Donc c'est les déplacements dans la cage qui sont pour moi parfois un petit peu problématiques. Le fight IQ. Alors il l'avait montré qu'il pouvait en avoir un avec Steven Thompson, tu vois, mais bon c'est pas non plus. Moi, j'ai l'impression qu'il est capable de venir avec la bonne stratégie dans un combat, mais il a plutôt du mal à ajuster si ça va pas dans son sens. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, récemment, j'ai l'impression qu'il vient avec les bonnes idées, mais de temps en temps, la bonne idée de départ n'est pas l'idée optimale sur le cours du combat, et il se fait souvent dépasser quand tu as quelqu'un face à lui qui est capable de faire des bons ajustements. Ouais. Après, pour moi, c'est plutôt, je pense que ça vient avec des bonnes idées, mais je pense que oui, comme tu dis, après de l'appliquer et tout, ça reste compliqué. Je trouve que, tu vois, rien que sur la question des déplacements, sur la question, contre son combat avec Maddalena, tu vois. Il a les 2 premiers rounds, on est d'accord, non? Même si le premier round était serré. Ouais, le premier, c'était, Attends, on va regarder officiellement. 29-28, le premier round. On avait 2 juges à 10 pour lui et un juge à 19 pour Maddalena. Ouais, c'est ça. 1, 2, ouais, c'est exactement ça. Et le deuxième round, les 3 juges le donnent unanimement à Burns. Ouais. Le premier round était serré, hein. Moi, en le regardant comme ça, je trouvais que les juges avaient été un peu durs avec Maddalena, tu vois. Je suis d'accord. Parce qu'au final, c'est pour moi lui qui faisait les meilleures combinaisons. Le sol, il n'y a pas non plus enfin ouais. Mais bon, peu importe, le résultat est le même. En termes de fight IQ, eh bien, tu peux te dire que c'est un peu problématique 2 rounds c'est bien, mais après il faut quand même le cardio pour finir le 3e, tu vois. Et là, le fait qu'il vienne pousser d'un coup sec pour pouvoir remettre au sol, perdre sa position.
alors qu'il était en contrôle et qu'il devait juste garder ce Maddalena au sol et c'est tout, et il allait gagner ce combat-là, tu vois. Pour moi, ça, c'est des tout petits, c'est les tout petits détails, mais tu vois, c'est frustrant. Je pense qu'il est... Encore une fois, il n'y a plus de détails. Voilà, il n'y a plus de détails. Maddalena, lui, patient, il cherche à se relever, hop, hop, hop. Il sait que de toute façon, tu peux mettre ton énergie sur 2 rounds, il lui faut 2 minutes pour te finir, et c'est ce qu'il a fait, tu vois. Ouais. Et ça, c'est des détails qui coûtaient un peu cher. Voilà, j'ai dit que pour moi, il avait un bon punch. Striking, je le trouve quand même relativement limité, comme je disais, dans ses déplacements, dans son jeu de jambes. Des fois, t'as l'impression qu'il sait pas trop quoi faire. Ouais. Ouais. Et au final, si tu regardes un petit peu son record, il a pas de victoire contre un... comment dire ça? Un striker qui n'arrive pas à maintenir au sol. Ouais, ou contre un mec qui est dans le top, tu vois ce que je veux dire? Ah, ouais. Où il est arrivé... C'est vrai. Tu vois, Masvidal, c'était quoi ce dernier combat, Masvidal, avant qu'il parte? Ouais, Masvidal, c'était dans le déclin. Neil Magny, c'est toujours Steven Thompson. Ouais. Et puis Woodley, après, c'était le déclin aussi. Ouais, voilà. Demian Maia, c'était quoi? C'était le déclin aussi, peut-être? Je sais même pas. Demian Maia contre Burns. Il venait d'enchaîner 3 victoires consécutives, Maia. Après, c'est contre Lyman Good, Rocco Martin et Ben Askren. Non, mais ça montre quand même que sa dernière grosse victoire, on va dire la plus compétitive, elle date de 2020, quoi. Bah, en fait, Burns, c'est la définition du numéro 5 de la division. Ouais. Il a eu son title shot à un moment, certes. Et ses 4 dernières victoires, c'est contre des... Non, ses 3 dernières victoires, c'est contre des gars qui étaient en fin, tu vois. Ouais. Donc voilà, ça c'est... Ah ouais, il était plus qu'enfin... Gilbert Burns. Ouais, c'était le méga déclin pour... Ouais, c'est vrai qu'il a pas vraiment une victoire référence. Limite, son combat référence, c'est celui contre Khamzat parce que c'était un bordel et un fight of the night, mais tu peux pas appeler ça un combat référence en termes de performance sportive dans le sens recherche de la victoire. Ouais. C'est un combat de ouf qu'on retiendra, mais si tu veux analyser quelqu'un comme un potentiel futur champion, c'est pas ce genre de structure de combat que tu recherches. Ouais, et puis c'est pas réellement lui qui a fait un combat, c'est pas Burns qui a fait un combat incroyable contre Khamzat, c'est plutôt Khamzat qui a fait un peu n'importe quoi dans sa gestion de cardio, tu vois. Ouais. Et Burns qui a accepté ça, qui est rentré dedans. Burns qui a accepté ça, alors c'était un combat de dingue, mais comme tu dis, c'est pas un combat référence pour la suite. Pour nous convaincre de dire, hop, il peut monter un peu plus haut, ou il peut tenir cette place-là pendant encore longtemps, tu vois. Ouais. Je pense qu'on a fait un bon tour de Burns. On va passer à la partie game plan, et je propose qu'on commence par Burns. Il avait affronté Demian Maia et Gunnar Nelson à la suite, l'un après l'autre, avec un peu la même approche. Me retrouver sur mon dos, c'est de la lave. C'est pas grappling is lava, c'est pas ground is lava, c'est vraiment je veux pas me retrouver sur mon dos. Donc contre Gunnar Nelson, il a refusé de se faire amener au sol et il a lui-même amené au sol une fois en se disant je peux aller tant que c'est lui qui est sur son dos. Contre Maia, c'était il a pas cherché à amener au sol. Dès que lui était sur son dos, il cherchait à se relever au plus vite, alors que dans d'autres combats, il accepte un peu plus facilement d'être sur son dos et travailler à partir de là. Et il était meilleur que les deux debout, et donc c'était son chemin vers la victoire. Donc ici, ma question, c'est est-ce que c'est ça aussi son chemin vers la victoire? De aborder ça comme une opposition de style? C'est pas une opposition de style, on est bien d'accord, mais est-ce qu'il doit l'aborder stratégiquement comme si ça en était une? Oui, il pourrait. Pour moi, le game plan, il est uniquement sur sa gestion d'énergie, sa gestion de l'espace. Celui qui va avoir l'intelligence de combat, de gérer son espace, de gérer son centre, de gérer le rythme et tout, va battre l'autre, tu vois. Et le problème que j'ai sur mes pronos, c'est que je pense que aucun va le faire. Et par contre, c'est mes attentes. C'est mes grosses attentes, c'est j'aimerais que un des deux
arrivent et se disent ok, on est à peu près similaires, on n'est pas non plus des strikers d'élite, on risque de s'auto annuler, tu vois, en lutte ou au sol. Donc où est-ce que j'ai le plus de chances de pouvoir m'imposer? C'est en contrôlant le centre, c'est en mettant de la pression et tout, tu vois. Et donc c'est ce que j'espère d'un côté comme de l'autre. Donc pour moi, oui, je te rejoins. Burns doit rester au-dessus en grappling. Il doit refuser de se faire mettre au sol. Et pour ce faire, il doit adopter un petit peu la stratégie de Belal, qui est de mettre une légère pression, mettre du volume, bien voir les tentatives de mise au sol arriver, parce qu'il a quand même des très bons takedowns, Burns. Et je pense que ça serait vraiment cette stratégie-là. Ouais. Ne pas s'emballer non plus, parce qu'on est quand même sur un synchrone. Il est capable de le faire, mais il a montré quand même, je pense, des signes de fatigue. Ouais. Aussi, même s'il y a eu le genou, tu vois, mais je pense qu'il y a quand même eu des signes de fatigue avec Maddalena, tu vois. Ouais, c'était un combat qui était fatigant pour lui aussi, parce que j'ai pas l'impression qu'il a l'habitude d'avoir quelqu'un qui balance des si bons scrambles, et je crois que ça a été énergivore pour lui. Mais j'aime bien ce que tu dis ici, parce que moi j'avais en tête de reprendre un peu le combat qu'il avait fait contre Tyron Woodley, qui justement est sur 5 rounds aussi. Ouais. Là, il a eu des bons déplacements. Alors, c'est pas compliqué d'avoir des bons déplacements contre la version Tyron Woodley de ce moment-là, parce que Tyron Woodley se mettait lui-même contre la cage à cette époque-là. C'était juste après qu'il ait perdu la ceinture contre Usman. Ceci étant dit, voilà, il avait une pression lente, avec du cadrage. Il était un peu en mode anti-lutte. Il évitait de surengager. Il envoyait beaucoup de single attack pour marquer ses points, et ça lui permettait de voir les amener au sol de Woodley venir et simplement désengager. Comme on l'a dit, Brady, il est pas super à l'aise quand il est dos à la cage. Ça a pas l'air d'être trop compliqué de le mettre dos à la cage. Et si tu arrives à envoyer des frappes, pas pour terminer, mais vraiment pour toucher, pour prendre tes points, tu vois les amener au sol venir. Et si ton objectif, c'est vraiment de désengager, de directement reculer comme tu as de l'espace derrière toi, ça peut être le chemin vers la victoire. Et en plus de ça, ça permet de gérer ton énergie au mieux, parce que c'est toi qui gères l'espace, c'est toi qui gères les moments où il y a de l'action. Et tu évites d'être dans un combat physique, grappling, contre Sean Brady, qui, à mon avis, s'impose par son physique dans le département du grappling contre Burns. Je pense, ouais. Pour Brady, du coup, moi aussi, du côté de Brady, je le verrais un tout petit peu comme une opposition de style aussi. Je pense que stratégiquement, il doit essayer d'initier la lutte et de prendre la position du dessus en imposant plutôt son physique, comme je viens de le dire. Je crois que c'est vraiment là son gros chemin vers la victoire. En pied-point, je vois moins d'ouverture pour lui que pour Burns. Ouais, je t'avoue que moi je pense que Brady a vraiment un gros intérêt à. Je pense qu'il a un avantage. Tu parlais de physique à lutter un petit peu à la cage, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il a un gros intérêt à garder centre et à lui mettre de la pression, tu vois. Je pense pas qu'il le fera, mais en tout cas, sur un combat comme ça, je pense que s'il le fait, il peut clairement prendre ses rounds sans trop de difficultés, se mettre derrière son jab, envoyer des kicks, rentrer en lutte, fatiguer Burns, le cadrer. Je pense que c'est vraiment un chemin, entre guillemets, je vais pas dire relativement simple, mais le plus safe. Je pense que si son plan A, c'est de lutter, de mettre au sol Gilbert Burns, il risque, lui, de se cramer, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce que quand tu regardes... Ça reste une ceinture noire, quoi. Il faut pas il y a un moment donné, il faut rester honnête avec soi-même. Tu peux être un excellent grappleur, excellent. En face, quand tu le vois, comment il travaille, comment il tourne, et ça va être glissant en plus, tu vois. Ouais, et c'est vrai que quand Burns refuse de se faire mettre au sol, on a vu ce que ça a donné contre Khamzat. Franchement, ces défenses, elles sont exceptionnelles. Hein. Elles sont très bonnes. C'est vrai que maintenant que tu le dis. Par contre, comme tu le dis maintenant, Gunnar Nelson, il a pris beaucoup de temps de contrôle à la cage contre Burns. Alors, il lui manquait les genoux, il lui manquait le travail au clinch. Mais c'est vrai qu'on avait un Burns dans ce combat qui était tellement concentré sur ne pas se retrouver lui-même sur son dos qu'il travaillait pas beaucoup quand il était acculé à la cage au clinch. Il cherchait pas, il cherchait à sortir, mais pas de manière
ultra proactive. Il sortait, mais ça lui prenait vraiment du temps, donc de l'énergie. Et cette très bonne défense de Burns, elle est aussi liée à sa réactivité, tu vois. Il va être hyper réactif, très explosif, vouloir glisser, sortir, des sprawls qui sont vraiment où il met les hanches le plus loin possible. Et ça, c'est exploitable. C'est vraiment exploitable. Dans le sens où plutôt que de plonger dans les jambes et de se retrouver à galérer avec un gars qui va refuser absolument, qui va rouler, qui va bouger dans tous les sens, il faut mieux plutôt feinter les entrées, reboxer, pousser, et alors que, je sais pas moi, Burns va vouloir passer ses underhooks, mettre des coups de coude, comme tu disais, utiliser ses genoux, menacer, être toujours un peu en train de menacer, tu vois, menacer les mises au sol et venir un peu annihiler la stratégie de Burns. Si lui, il se dit, je dois pas être mis au sol, c'est quand même un bon grappleur, j'ai pas envie de... Enfin, voilà. Comme tu dis, s'il reste trop concentré dessus, ça peut être vraiment exploitable. Ouais. Et il y a donc il y a deux éléments encore pour moi. Brady doit vraiment pas surengager. Parce qu'on a vu que Burns avait quand même une bonne compétence sur ses timings en contre. Demian Maia s'en souvient peut-être pas en fait, mais nous on se souvient de ce qu'il a fait contre Demian Maia. Après, je suis pas en train de comparer le striking de Maia à celui de Brady, mais Madalena il s'est pris quelques patates. Ouais. Et il a sonné Ousmane aussi dans le premier round. Hein. C'est pas passé pourtant, loin. c'est Madalena, on s'accorde tous à dire que c'est un des meilleurs boxeurs de la division, tu vois. C'est même de l'UFC actuellement. Un des meilleurs. Un des meilleurs, ouais. Tu fais un top 8, il est dedans. Type boxeur, boxe anglaise MMA. Oui, tout à fait. Même peut-être top 5. Trop difficile de faire ça sans préparation. C'est clair. Et l'autre point, ça c'est une stat qui date, hein, mais j'avais entendu que l'UFC PI, ils font du benchmark. Sur les capacités physiques des athlètes, et il me semble qu'à un moment Sean Brady était celui avec le meilleur VO2 max de l'UFC. Ah oui. Donc je partirais du principe, comme on a vu un Burns fatigué dans le troisième round contre Jack Della Maddalena et un Sean Brady qui a cette statistique, que dans la fatigue ce sera peut-être Brady le plus efficace. Peut-être. Ça, je suis beaucoup moins sûr. Je pense, il n'a pas l'expérience en 5 rounds, contrairement à Burns, ça c'est un contre-argument. Ouais, je pense que la VO2 max, c'est vraiment important d'avoir une bonne VO2 max, mais tu mets un marathonien dans une cage, il fait pas 30 secondes, tu vois ce que je veux dire? Il fait pas une minute, son cardio, il va faire, il se passe quoi, tu vois? Ouais. Donc, il peut avoir 10% de plus que l'intégralité du roster si sa stratégie, on en parlait de shooter face à quelqu'un qui va bouger dans tous les sens, est celle-là. Son 10%, il risque de le cramer en une minute, tu vois. C'est clair. Et passer de l'autre côté de la barrière. Ouais. Donc, c'est vrai que physiologiquement, c'est un point important. S'il montre qu'il est en plus capable de gérer les rythmes, de gérer l'espace et de gérer son cardio, d'office, il va tenir les 5 rounds sans aucun problème. En fait, s'il arrive à avoir une dépense énergétique identique à celle de Burns. Ah bah ouais, bah là, oui, voilà. d'office, il aura un léger avantage, tu vois. Donc c'est une question de gestion d'énergie aussi, ouais. Il peut pas partir du principe genre j'ai un meilleur VO2 max que tout le monde, donc je peux me permettre de dépenser plus d'énergie au début parce que ça peut se retourner contre lui s'il y a vraiment une parce que c'est ça que tu dis, bon, c'est pas exactement ça, mais s'il a un VO2 max 10% meilleur que le reste du roster, mais qui dépense 20% d'énergie en plus dans chaque action que ses adversaires, bah ça va très vite se contrebalancer. Ah bah ouais. C'est facile, hein. On fait un 10 km. Tu fais un 10 km avec quelqu'un qui a 10% de plus de VO2 max que toi. Au bout de 1 km où le gars démarre avec un sprint de 200 mètres, tu vois. Et après, vous démarrez. Hein? Tu vas vite le rattraper après. Tu vas vite le rattraper, hein. Mais c'est juste ça pour donner un petit peu l'exemple. Par contre, bah voilà, si le gars il est sur sa foulée et il gère, bah ouais, il va te battre facilement, tu vois. C'est clair. Surtout s'il t'oblige à faire quelques sprints sur le chemin ou à t'imposer son rythme. Là, ça c'est sûr. Donc il y aurait une question de pas forcer du côté de Brady. S'il veut shooter et imposer sa lutte et son physique, il doit quand même jauger bien jauger ça, quoi. Mais pour moi, ce combat-là, la grosse intrigue, ce qui m'intéresse réellement dans ce combat, c'est le fight IQ de l'un et de l'autre.
Et j'aimerais qu'il y ait une révélation d'un côté ou de l'autre sur cet aspect-là. J'aimerais réellement. Si ça va un peu dans tous les sens et que ça part un petit peu comme avec Khamzat et Burns, bon, ça va être sympa pour nous. Mais là, à prédire, ou même en tant que, je sais pas, en tant que pour n'importe quel coach qui aurait ce type de combattant, bon, bah voilà, c'est spectacle, quoi. Sympa pour les fans. C'est spectacle et portier du top 5. Voilà, une chance sur deux que ça passe d'un côté ou de l'autre, tu vois. Ouais. Bah c'est bien parce qu'on commence tout doucement à toucher aux préférences et c'est donc là où on arrive. Donc selon notre sponsor qu'on remercie encore une fois, unibet.fr, Sean Brady est favori à 1,48 et on a Gilbert Burns à 2,5, donc c'est à l'opposé tout simplement de notre communauté. On navigue entre 60 et 65% de chance pour l'américain. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis on balance directement nos pronostics et préférences. Il y a un dernier point dont on n'a pas parlé, mais on va en parler un peu avec le pronostic. Moi, personnellement, je vois Sean Brady s'imposer à la décision. Ok. Je pourrais partir sur un 55-45. Maintenant, il y a la question de l'âge qui a été évoquée régulièrement, de l'expérience, du fait aussi d'arriver... Comment je pourrais dire ça en bout de course, tu vois, sur la question de la motivation de Burns. Son dernier combat, je pense que ça lui a mis un vrai coup sur le moral. Est-ce qu'il va se relancer pour un run? Est-ce qu'il vient pour le billet? Tu vois, tous ces éléments-là me font me dire que j'arrondirais à 60-40 pour Sean Brady, tu vois. Ok. Bah, c'est bien que tu dis ça parce que ce sera le sujet de notre vidéo réservée exclusivement aux membres justement, un peu la motivation, la suite pour Burns, où est-ce qu'il en est dans sa carrière, etc. Ouais, moi aussi, je considère Brady comme favori au point d'être aux portes de 65%. Je trouve ça légèrement exagéré, mais je comprends aussi par rapport à la direction de leur carrière. On a un Brady qui a connu sa première défaite et qui a très très bien rebondi contre Gastelum. De l'autre côté, on a Gilbert Burns qui est sur 2 défaites consécutives. Celle contre Jack Della Maddalena, elle était compliquée parce qu'il était bien dans le combat. On l'a vu sortir de la cage en pleurant, donc il y a des questions à se poser par rapport à ça. Mais en termes de pronostic, je vois quand même une surprise de Burns. Autant je considère Brady comme favori et je trouve qu'il a plus de chemin vers la victoire. Autant, je sais pas, j'ai une impression que Burns peut venir avec la stratégie qu'il faut pour vraiment ennuyer Brady et le faire, quoi, bien le connecter ou je sais pas, ou faire vraiment la performance comme il l'avait fait contre Tyron Woodley. Par contre, en termes de préférence, je suis mitigé. Sur le côté humain, j'ai une préférence pour Burns. Pas que j'aime pas Brady, c'est juste que j'aime beaucoup Burns. Et par contre, ma préférence sportive, c'est Brady. Parce que Burns, on a vu ce que ça donne à haut niveau. Il a 38 ans. J'ai du mal à le voir refaire un run pour le titre. Alors que Brady, il a 31 ans. Il a bien rebondi de sa défaite. S'il nous fait une belle performance ici, ça va vraiment m'intéresser dans le top de la division. Et cette division, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de mouvements. Donc j'ai envie d'avoir ce 109. J'ai envie d'avoir un Brady qui rentre dans le top, qu'on commence à discuter d'un Brady contre Jack Della Maddalena, qu'on n'a pas eu, qui était prévu, qu'on avait analysé le jour où ça a été annulé. On aimait bien le combat. Brady, et puis contre n'importe qui, contre Edwards, ça peut être fun. Voilà, il y a en cas de belle performance de Brady, je pense qu'il y a pas mal de chouettes match-up pour lui dans le top 5 de la division. Et donc, toi, ta préférence, enfin, que Brady l'emporte, tu verrais ça bien pour du 109, mais imagine qu'il l'emporte sur un combat sans aucun fight IQ, tu vois. Ah oui, non, c'est ça. Punch et tout, toi, tu te dis, c'est cool. Non, Brady sur une performance convaincante, quoi. Ah oui. C'est ça ma préférence. Voilà. Moi, prono, décision, Brady, je vois que je le vois gagner la décision. Je vois difficilement réussir à. Enfin, il pourrait. J'aimerais bien qu'on ait surpris. Ma préférence, elle va pour celui qui va arriver avec un game plan et s'imposer, tout simplement. Donc. Si c'est un combat comme ça, un petit peu à la one again, ça va rien m'apporter. Et même pour la division, je pense que ça va juste être un gars qui va monter et qui va servir de marchepied à un autre, plus intelligent. Donc peu importe qui me gagne, je m'en fiche. Ouais. Par contre, Sean Brady qui arrive, qui montre une vraie intelligence de combat, qui montre une capacité à faire 5 rounds et à s'imposer, là ça va m'intéresser. Ah ouais. Là, d'office, ça va m'intéresser. D'office, je vais y voir
ouais, un vrai potentiel. De l'autre côté, si c'est Burns qui le fait, tant mieux. Je le vois difficilement pouvoir continuer, mais ça me plairait bien. Ça me plairait bien parce que voilà, j'aimerais. Ouais, s'il reste encore, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas, Ouais. je le vois pas pour une course titre, mais j'aimerais bien le voir s'il l'emporte comme ça, que les adversaires sachent que s'ils veulent battre Burns, eh bien il va falloir être ultra préparé, quoi. Ouais, il faut le prendre très Très au au sérieux. sérieux. Donc Ouais. ça, c'est mes préférences. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, au final, Jack Della Maddalena, on le voit comme un futur contender, et c'est pas qu'il a eu un combat facile contre Burns, hein, il a dû aller chercher cette victoire. Ouais, mais c'est Après, il y a le staphylocoque aussi, mais bon, voilà. le staff de C'est- qui? JDM. Ça a été annoncé après qu'il a combattu avec un staff. Mais... Ouais, mais au-delà de ça, je trouve que sa gestion de l'énergie, sa gestion de l'effort et ouais, enfin voilà, pour moi, il y a une vraie intelligence, tu vois. Mhm. Il est resté safe. Il y a des ajustements, on en reparlera hein, sur Maddalena, notamment sur sa lutte, que je trouve, tu vois, sur ses levées techniques. Il y a un moment donné, tu peux pas juste faire un petit peu au feeling. Des fois, tu as l'impression, il a un pied en l'air, il cherche à tenir une cheville, et tu te dis, qu'est-ce que tu es en train de faire, moi tu vois, et puis il est là en train d'attendre, tu te dis, mec, mais ça n'existe pas. Tu peux pas chercher à te relever avec le pied qui est le plus proche du sol, relever. D'abord, tu t'occupes de ce pied-là avant de, tu vois. Donc, il y a encore des petites adaptations à faire, mais pour moi, il a un véritable potentiel, quoi. Ah oui, mais j'ai très hâte de pouvoir analyser JDM pour son prochain combat, parce qu'effectivement, contre Burns, il a montré un truc intéressant, tu vois, un truc qui sort un peu du lot. C'est je mets pas d'énergie dans la lutte défensive, par contre, je vais en mettre beaucoup dans les scrambles et ça a fonctionné, tu vois. Ok, il Ah ouais. y a potentiellement des portes ouvertes, mais ça a fonctionné contre Gilbert Burns qui plus est. Donc il y a un côté intéressant, je pense, à analyser ça. Ce sera pour son prochain combat. On espère que ce sera annoncé bientôt. Je sais pas Ouais. où ça en est avec son poignet. Ouais, c'est vrai. On a fait le tour. Donc On a fait le ici, il ne reste plus qu'à répondre aux questions des membres. La plupart des questions tournaient justement autour de Burns, son mental, le fait qu'il est sur 2 défaites d'affilée, qu'il ait son âge, etc., etc. Donc on va couvrir ça dans la vidéo réservée aux membres. Pour ceux qui veulent rejoindre, c'est en bas à gauche. Là, c'est ma gauche, mais ça se trouve sur YouTube, je sais pas. C'est en bas à votre gauche de la vidéo. Vous pouvez rejoindre la communauté et ça vous donne accès à des vidéos exclusives. Brian, merci pour ta préparation. Tout le monde, abonnez-vous et à très bientôt. Ciao, Merci ciao. à tous. Ciao.